Enfin, tu sors de ma vie, a-t-elle dit, l'entreprise est à moi maintenant. Je m'appelle Raphaël Vasseur, et ce sont les mots que ma femme a prononcés alors que le juge rendait son verdict, 5 ans de prison ferme pour un crime que je n'avais pas commis. Elle a applaudi en pleine audience correctionnelle, je ne me suis pas retourné pour la regarder, refusant de lui donner cette satisfaction, mais j'ai aperçu son petit sourire suffisant dans le reflet de la vitre du box des accusés, un sourire mesquin et poli. On m'accusait d'abus de biens sociaux au sein de ma propre société, d'avoir falsifié les comptes et détourné des fonds vers des paradis fiscaux. Le dossier à charge était parfait, trop parfait, car ce n'était pas moi qui l'avais monté, c'était elle. Le gendarme s'est avancé avec les menottes, vos mains, a-t-il dit comme si j'étais une simple nuisance. Alors qu'il tirait mes bras dans mon dos, je me suis penché vers mon avocat et lui ai glissé une note pliée que je gardais au creux de ma paume depuis le début du procès. Personne ne l'a vue, pas même elle. À l'intérieur, il était écrit « Trouvez Antoine Mercier immédiatement. Dites-lui que son fils unique a été emprisonné sur la base de fausses accusations. » Ma femme n'avait aucune idée de qui était mon véritable père, elle pensait que j'étais fini, elle croyait savoir qui elle avait épousé, elle pensait que c'était terminé, mais elle n'avait jamais demandé d'où je venais, elle n'avait jamais imaginé que j'étais né avec un plan de secours. La prison n'était pas la punition, la vraie punition c'était de l'avoir s'emparé de tout ce que j'avais construit. J'avais cofondé Vasseur et Leroux Innovation dans notre garage en banlieue parisienne, passant des années à coder, négocier et risquer chaque centime que nous avions. Elle nous avait rejoints plus tard, quand la situation était sûre, quand nous avons décroché notre premier investisseur, disant qu'elle voulait soutenir notre mission. Je l'avais nommée directrice financière, je lui faisais confiance. Elle était entrée dans ma vie et dans mon entreprise par le mariage et apparemment, elle en sortait le même jour en divorçant de l'un et en volant l'autre. Depuis l'intérieur de ma cellule, les nouvelles me parvenaient vite, dès mon incarcération, elle a changé les serrures de notre maison à Neuilly, révoqué mes accès à tous les comptes et publié une vidéo dramatique pour la presse. La trahison de mon mari m'a brisé, disait-elle avec un sanglot sans larmes, mais je me relèverai. Les gens l'ont applaudi, les investisseurs l'ont soutenue, elle jouait le rôle de l'épouse française éplorée mais forte, la femme puissante reprenant le contrôle. Elle a même posté une photo de nous en noir et blanc avec la légende, parfois, l'amour devient une question de survie. Mon avocat est venu le lendemain matin au parloir. Je l'ai trouvé, a-t-il dit, Antoine Mercier. Il a marqué une pause. Vous êtes sérieux? C'est votre père? J'ai juste hoché la tête une fois. Il est prêt à parler, a dit mon avocat, il arrive en jet privé. J'ai regardé à travers la vitre, le visage impassible. Bien, ai-je dit, commençons. Antoine Mercier n'était pas juste un homme d'affaires puissant, c'était le Antoine Mercier, le titan discret du capital risque derrière la moitié des licornes de la French Tech. Le magazine Challenge le surnommait le faiseur de rois. La plupart des gens ne savaient même pas à quoi il ressemblait aujourd'hui, mais moi si, car il rendait visite à ma mère une fois par an dans le plus grand secret, sans gros titre, juste avec respect. Elle lui avait fait promettre de ne jamais interférer dans ma vie sauf si je le demandais, elle ne voulait pas que son héritage écrase qui je devenais, et j'avais tenu cette promesse jusqu'à maintenant. Il est entré dans le parloir de la prison comme s'il était propriétaire de l'oxygène dans la pièce. Pas de garde du corps, pas d'introduction, juste « Raphaël ». Je me suis levé. Merci d'être venu. Il m'a regardé un long moment. Ta mère l'aurait voulu. Puis il s'est assis et a sorti un dossier épais. Voici tout ce qu'on a sur elle, a-t-il dit, ses alias, ses mouvements de fonds, les comptes offshore qu'elle ne pensait pas que je pourrais tracer. Elle se prend pour un génie, ai-je dit. Antoine a juste souri. Elle est maligne, mais elle n'a jamais joué avec des gens qui bâtissent des empires. Mes mains se sont serrées en poing. Elle m'a laissé pourrir ici, ai-je dit. Non, a-t-il corrigé doucement, elle t'a donné un environnement contrôlé, maintenant transformons-le en salle de guerre. Nous avons commencé doucement, en silence. Les gens d'Antoine n'ont pas enfoncé les portes, ils se sont infiltrés. D'abord, nous avons ciblé les finances, non pas par piratage, mais par précision. Ses comptes étaient protégés, oui, mais pas son ego. Elle avait commencé à siphonner les fonds de l'entreprise vers une société de conseil privé sous son nom de jeune fille. Antoine a racheté cette société anonymement. Le temps qu'elle réalise que quelqu'un surveillait ses virements, sa zone de sécurité était à nous. Ensuite, les employés. Elle avait viré tous ceux qui m'étaient fidèles après le procès,
mais la loyauté ne s'efface pas avec une lettre de licenciement. Un par un, ils ont commencé à nous contacter discrètement avec des documents, des schémas, des alertes. Elle restructure tout pour une vente, a dit un ancien cadre à mon avocat, un acheteur étranger, un calendrier agressif. J'ai serré la mâchoire, elle prévoyait de vider l'entreprise et de disparaître. La voix d'Antoine était stable au téléphone, on la laisse aller jusqu'à la table des négociations, mais c'est nous qui choisissons l'acheteur. Pendant ce temps, en prison, je restais calme, routinier, respectueux. Je jouais le rôle qu'elle avait écrit pour moi jusqu'à ce qu'un gardien me remette une lettre un matin. Pas d'adresse de retour, juste une phrase de son écriture manuscrite, je suis désolé que cela ait dû se passer ainsi. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai souri lentement, elle pense que la fin est déjà écrite. 2 mois plus tard, une guerre d'enchères a éclaté, exactement comme Antoine l'avait prévu. Ma femme pensait orchestrer l'affaire de la décennie en vendant notre entreprise à un groupe technologique chinois pour près du double de sa valeur. Elle faisait déjà la une des magazines, qualifiée de visionnaire sous pression. Elle ne réalisait pas que les 2 meilleurs enchérisseurs étaient des façades, des sociétés écrans soutenues par le holding Mercier. Elle ne vendait pas l'entreprise, elle me la revendait. Elle a fixé la réunion pour jeudi. Mon avocat m'a dit lors de notre visite hebdomadaire, au centre d'affaires de la Défense, salle du conseil complète, signature finale, et elle ne sait pas? J'ai demandé. Il a secoué la tête. Votre nom n'apparaîtra que sur la dernière page. Vous serez dans cette pièce, mais pour elle, vous ne serez que le conseiller juridique de l'acheteur. J'ai hoché la tête une fois. À l'intérieur, je m'exerçais au contrôle. Je me concentrais sur chaque respiration, chaque instant. Je n'allais pas entrer dans cette salle de réunion pour crier ou accuser. J'y allais pour la regarder me remettre tout légalement. Et puis, la nuit précédant la réunion, un gardien m'a passé une nouvelle enveloppe. Celle-ci n'était pas d'elle. À l'intérieur se trouvait une photo avec quelqu'un que j'ai reconnu instantanément, Julien, mon cofondateur, celui que je considérais comme un frère. Ça m'a frappé comme une détonation silencieuse. La photo n'était pas floue ou accidentelle, elle était nette, claire, sa main sur la poitrine de Julien, tous deux souriant intimement, comme s'ils n'avaient pas seulement partagé une trahison, mais l'avaient construite ensemble. Cela expliquait tout. Pourquoi les preuves numériques étaient si parfaitement placées, pourquoi il ne m'avait pas défendu pendant le procès, pourquoi il était resté silencieux pendant que le récit de l'entreprise changeait. Il n'était pas un dommage collatéral, il était son complice. Elle ne vend pas juste pour s'enfuir, ai-je dit à Antoine sur une ligne sécurisée le lendemain matin, elle achète sa loyauté avec mon héritage. Antoine n'avait pas l'air surpris. Nous le soupçonnions déjà, mais maintenant c'est personnel, c'est utile. J'ai fixé la photo à nouveau, cette fois non pas avec colère, mais avec précision. Je les veux tous les deux dans cette pièce, ai-je dit. Ne le prévenez pas. Ils y seront, a-t-il dit, c'est lui qui apporte les documents finaux, ils s'attendent à un acheteur étranger. J'ai expiré lentement. Je ne voulais pas de justice au tribunal, je ne voulais pas de gros titres de vengeance, je voulais le genre de silence qui ébranle les gens pendant des années. Et demain, je les regarderai marcher vers un accord conçu pour les enterrer sous leur propre signature. La salle du conseil aux parois de verre surplombait tout Paris. Le soleil du matin se reflétait sur l'acier et le marbre. Je suis arrivé le premier dans un costume bleu marine sur mesure, calme, oubliable, juste un autre représentant légal pour la société acquéreuse. Elle est entrée 10 minutes plus tard, radieuse en blanc, confiante, faussement humble. Derrière elle, il suivait, mon ancien associé, riant de quelque chose qu'elle avait chuchoté. Sa main a effleuré le bas de son dos comme s'il possédait ce que j'avais bâti. Ils ne m'ont même pas jeté un regard. L'équipe de l'acheteur était déjà assise, tous des gens d'Antoine, des visages sortis de HEC ou de l'ENA, sourire passif, stylo de luxe. Ils ont ouvert le dossier lentement, les pages se tournaient. Les conditions étaient généreuses, excessivement généreuses. Elle a souri largement. On se croirait presque dans l'illégalité, a-t-elle plaisanté. L'avocat principal a hoché la tête. Une signature restante, dernière page. Elle a saisi le stylo, a marqué une pause théâtrale, puis elle l'a vu. Mon nom, Raphaël Vasseur, a-t-elle lu à voix haute, confuse. Pourquoi son nom est-il ici? Son partenaire s'est penché, scannant le document, son visage s'est vidé de son sang. Puis j'ai parlé, calme,
Posez, vous venez de me vendre votre participation majoritaire. La pièce est figée. Je ne suis pas revenu pour vous accuser, ai-je continué, je suis revenu pour reprendre ce que vous avez essayé de voler. Et puis je les regardai dans les yeux. Tous les deux. Elle restait là, les doigts figés autour du stylo. Lui transpirait déjà. L'équipe juridique ne disait rien, observant simplement. Les gens de Mercier étaient des professionnels, ils n'ont pas bronché. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle finalement dit, la voix tremblante, c'est de la fraude, tu as menti. Non, ai-je répondu calmement, tu n'as simplement pas posé les bonnes questions. J'ai fait glisser un document sur la table, un bruit sourd, une chronologie de ses mouvements financiers, les comptes offshore, les virements vers la société écran de mon cofondateur. Et toi, ai-je dit en me tournant vers lui, tu as utilisé un logiciel propriétaire pour masquer ces transactions, le système que nous avons construit ensemble. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Ce n'est pas une embuscade, ai-je dit, c'est un retour sur investissement. Vous m'avez remis tout ce dont j'avais besoin avec des signatures notariées complètes. Sa voix s'est brisée, tu as tout manigancé. Je n'ai pas nié, je les ai juste regardés tous les deux et j'ai dit, je n'ai rien manigancé, j'ai simplement attendu. Vous m'avez donné 5 ans pour étudier le système que vous avez construit pour me détruire. La sécurité les a escortés dehors, sans force excessive, juste assez de pression pour leur rappeler qu'ils n'avaient plus le contrôle. Ils n'ont pas parlé, ils n'en avaient pas besoin, ils savaient. Cette fois, le silence était ma signature.